Le comté de Namur est une des plus petites principautés issues du démembrement de la Lotharingie. Il s'inscrit dans le bassin de la Meuse. Sa capitale, Namur, se trouve au confluent de la Sambre et de la Meuse, au pied d'un éperon rocheux surmonté du château comtal. En l'an 1400, Guillaume II préside aux destinées du comté de Namur. Il meurt sans enfant en 1418. Son frère cadet, Jean III, lui succède. Il est confronté à des difficultés financières suite aux dettes de son frère et aux menaces de guerre avec les Liégeois, concrétisées dans des querelles entre les gens de Bouvigne et ceux de Dinan. Il décide alors de vendre son comté en viager à son cousin Philippe le Bon, duc de Bourgogne, comte de Flandre et d'Artois, qui en prend possession en 1429. Le comté de Namur s'insère dans l'État bourguignon. Sa destinée sera conditionnée par les différents mariages qui transmettent l'héritage bourguignon à la maison des Habsbourg, puis au royaume d'Espagne. Charles, fils de Philippe le Beau et Joanna de Castille, devient l'héritier du comté de Namur en 1515. Suite au décès de ses deux grands-pères, Ferdinand d'Aragon et Maximilien de Habsbourg, le prince naturel de nos régions devient Charles Ier, roi d'Espagne et des colonies d'Amérique, et Charles Quint, empereur du Saint-Empire germanique. Il confie le gouvernement de nos provinces à sa tante, Marguerite d'Autriche, puis au décès de celle-ci, à sa sœur Marie, veuve du roi Louis III de Hongrie. À l'aube du XVe siècle, presque toutes les communautés urbaines ou villageoises sont dotées d'un édifice du culte, suite à un vaste mouvement de construction qui s'était amorcé au XIe siècle. Des églises correspondant aux besoins des populations du temps ont vu le jour un peu partout. Dans le pays de Namur, le calcaire mosan, dur à tailler, conditionne les techniques architecturales. Au tournant des XVe et XVIe siècles, c'est un énorme mouvement de reconstruction, de transformation, de modification qui se met en route. On va adapter à de nouveaux besoins quantité d'églises qui jusque-là ont encore gardé leur aspect roman. Au mononef, on greffe un ou deux bas-côtés avec toiture parallèle à l'axe ou assez souvent en pignons perpendiculaires. Dans les petites églises rurales, les chœurs romans sont remplacés par un chœur plus élancé, beaucoup mieux éclairé par des fenêtres en tiers-point. L'autel peut porter un retable, il peut être aussi peint ou sculpté. Les tabernacles aussi font leur apparition. Souvent, c'est une simple niche grillagée, maçonnée dans un mur latéral, quelquefois percée au fond d'une petite ouverture fermée par un morceau de vitrail rouge, parfois une tourelle eucharistique. Les fonds baptismaux, souvent renouvelés à cette époque, ont pris place dans un espace délimité par une clôture. Charles Quint est souvent cité comme mécène dans l'aménagement pour des églises ou dans l'achat de mobilier, comme pour le jubé de Walcourt. Ce mouvement de rénovation et d'agrandissement des églises en style gothique mosan va se poursuivre pendant près d'un siècle dans le Namurois. L'art funéraire de 1400 à 1550 en pays mosan est d'une grande simplicité. On peut les classer en tombes, monuments posés sur le sol, épitaphes, monuments muraux, et les stèles dans le sol au cimetière. Les plates tombes de pierre, communément nommées les pierres tombales ou encore dalles, sont posées à même le sol et recouvrent la sépulture du défunt. On marche donc dessus. Elles simulent le couvercle du sarcophage qu'elles ne sont pas, mais en retiennent la forme rectangulaire. La pierre tombale de Gilles de Jamblin et Isabeau de Rosiers, conservée à Soré, est un exemple typique d'une production mosane des années 1400. Personnage un peu lourd et aux grandes têtes, décor peu développé, fait de très fines colonnettes supportant des arcs au décor finement ajouré, avec des écussons et l'inscription en bordure. La technique est la gravure au trait. Seuls les écussons sont taillés et peuvent avoir été colorés au moyen de mastic. La dalle de Catherine de Bolan, conservée à Dave, s'affirme comme une œuvre de qualité. La dame décède en 1553 et le monument est daté de 1554. L'effigie, dont la qualité de dessin se perçoit encore malgré son état d'usure, est indissociable du décor qui l'entoure. Les colonnes accompagnent la dame comme deux gardes du corps. Elles se dressent, nouvelle porte, comme les colonnes d'Hercule, accostant les armes de Charles Quint.
L'écusson de la dame, accosté de 2 puissantes volutes à tête de griffon, et les 2 pots à feu que supportent les colonnes forment en un registre horizontal une subtile architrave. Le profil du coussin sous la tête amorce une courbe qui se prolonge dans celle des volutes, reliant ainsi la tête d'un envol majestueux. La petite épitaphe de Pierre Abadie, mort en 1532, conservée en l'église d'Oigny en Thiérache, présente en haut relief le défunt agenouillé devant un prie-dieu sur lequel repose un livre ouvert. Il a la tête relevée, le regard dirigé vers Saint-Pierre debout et tenant en ses mains les clés du paradis, l'une reposant sur un livre ouvert. À sa gauche, 2 femmes agenouillées. Unique en son genre dans la province, ce petit monument aux figures bien enlevées dérive des scènes votives à l'origine tournaisienne. Les premiers types de monuments privés apparaissent pendant la première moitié du XVIe siècle. 2 types. Le premier, c'est une croix de cimetière. Un socle porte l'inscription dans lequel est fichée la croix. Le second type perdure jusqu'au début du XIXe siècle. Il est formé d'une croix de pierre, monolithe fichée en terre. Œuvre artisanale d'une grande simplicité. En tant que capitale d'un comté, Namur fut au centre d'un réseau d'institutions civiles et religieuses qui faisaient grande consommation de textes écrits. On voit apparaître des bibliothèques privées qui se limitent à un livre de prières et quelques romans. Les nouveaux intellectuels, du juriste au médecin, ressentent le besoin de posséder une bibliothèque de travail. En cette fin de Moyen-Âge, Namur produit des livres, surtout en milieu ecclésiastique. Cette production se limite à la transcription des textes ornés de simples lettrines. La ville ne semble pas avoir été dotée d'ateliers d'enluminure. D'autre part, on dispose de plusieurs attestations d'achat de livres en dehors de la ville. Namur possède toutefois une petite série de manuscrits permettant de suivre l'évolution des formes et de l'ornement de 1425 à 1530 environ. Ils proviennent de la Flandre, de la Provence, du nord de la France, du Hainaut et certains de Namur. Le plus ancien, De Rotavere Religionis, duc de Fouillois, terminé à l'abbaye du Jardinet près de Walcourt en 1424, présente une copie littérale d'un scribe inexpérimenté dans l'art du dessin. La comparaison avec l'original du XIIIe siècle de l'abbaye d'Aule montre comment le scribe interpréta librement le dessin. Si l'influence du graphisme du roman est représentée, le personnage de droite ne forme plus une belle composition en S. D'autres détails sont minimisés. Un bel exemple de production monastique namuroise. Le livre d'or à l'usage de Cambrai provenant du nord de la France, daté de 1440-1450, présente un tout autre type. Les noms des bourgeois de Cambrai sont ajoutés à la fin du livre. Il n'est pas rare de trouver les armures ou les portraits de leurs commanditaires. Les décors sont représentatifs de l'évolution des bordures pratiques au milieu du XVe siècle. Des feuilles d'acanthe stylisées, parfois tissées, accompagnées de motifs floraux et d'animaux réels ou fantastiques. Les scènes historiées mettent en œuvre des personnages qui présentent des formes souples et efféminées, propres au style international du XVe siècle. Toutefois, on s'achemine vers plus de réalisme dans la représentation du drapé et de l'attitude des personnages. Le livre d'or provençal du milieu du XVe siècle, une sorte de haut de gamme, a été commandé probablement par une dame de la cour. L'analyse stylistique a permis de distinguer l'apport de 5 mains, dont 4 étaient jusqu'à présent connues et attestées en milieu provençal. Une des plus belles miniatures du codex est attribuable à Enguerrand Carton, le David en prière. Parmi ses caractéristiques, le traitement de la lumière. L'œil est frappé par la cape vermillon de David, en opposition très franche avec l'ocre brun de son manteau. Le personnage est situé dans un paysage décliné sur des tonalités jaune-vert
qui se détache fortement sur le bleu vif du ciel. Le fragment d'antiphonaire provenant du chapitre d'Andenne peut constituer un autre exemple de production locale. Cette grande page enluminée présente une belle initiale sur champ d'or. Des tiges d'acanthe entourent le texte et les portées de l'introïte de la messe de Pentecôte. Dans la marge de droite, Sainte Bègue, patronne d'Andenne, présente de la main gauche l'église à 7 tours du chapitre qu'elle fonda et dirigea jusqu'en 693. Dans l'autre marge, de longues tiges d'acanthe se déploient en un rythme lent et majestueux qui réserve de grands espaces de respiration, ponctués d'escarboucles dorés et de quelques fleurettes. Le livre d'heures, réalisé dans les ateliers brugeois vers 1480, présente les miniatures à pleine page, peintes sur des feuilles de parchemin, insérées entre les pages de texte. Il s'agit d'une méthode utilisée dans les grands centres de production en série, divisant strictement le travail des copistes, des historieurs responsables, des scènes enluminées et des décorateurs de bordure. Le bréviaire de Jacques Le Tourrier, abbé de Saint-Gérard-de-Brogne, fin du XVe siècle, est un bel exemple du nouveau style décoratif dit ganto-brugeois. La révolution s'opère surtout dans les bordures et aboutit à ce que l'on a appelé le triomphe de l'illusionnisme. La décoration marginale des livres ganto-brugeois présente des objets en 3 dimensions, peints comme s'ils étaient posés sur des fonds colorés. Pour accentuer le relief, l'enlumineur figure souvent une ombre portée. Des bénédictins de Brogne, on possède un évangéliaire achevé en 1534 sous l'abbatiat de Guillaume Collier. Les armes de ce dernier y figurent. On retrouve les procédés habituels du style décoratif tardo-médiéval, avec ce mélange de feuilles d'acanthe hyper réaliste, alternant avec des motifs végétaux et de petits animaux, insectes, oiseaux ou escargots. La technique de la reliure du XVe siècle et du début du XVIe clôture la période de l'estampage à froid. Cette expression, assez impropre puisque les fers sont chauffés avant d'être poussés sur les reliures, désigne les décors sobres mais élégants obtenus sans or. C'est au XVIe siècle, en Italie, sous l'influence des reliures orientales, que la dorure se répand dans la reliure. L'art de la reliure dans le pays de Namur est très difficile à cerner. Souvent, les traités en la matière parlent de reliure mosane qui s'étend de Maastricht à Namur, représentée par le style croisier. À Namur, la reliure monastique, parce que pratiquée par les moines, utilise une ornementation à encadrement rectangulaire traversée par des filets qui dessinent des losanges et triangles. Autre style décoratif, la surface des plats couverte de bandes verticales. Les reliures à plaques, un autre genre, pratiqué à cette époque, consiste à représenter une scène biblique, un saint ou un grand personnage. Le décor, par contre, permet de définir la provenance. Un lièvre poursuivi par un chien, une vierge à l'enfant en buste, une sainte face ou un homme de douleur avec des instruments de la Passion apparaissent seulement sur des ouvrages provenant de la communauté de Namur. La modeste châsse, peinte de saint Maurice d'Agone, provenant de l'ancienne abbaye de Floreffe, montre l'empereur Maximien ordonnant la décapitation du légionnaire Maurice d'Agone, revêtu de son armure. La scène suivante montre l'inhumation du saint guerrier. La formulation du vêtement, le type de ceinture basse orfévrée, le buste bombé, permettent une datation vers 1410-1420. La châsse est due à un peintre régional de Namur. Une croix peinte face et revers, datée de vers 1450, est remarquable tant pour sa qualité que pour sa rareté. D'un côté et sur un fond doré se dégage le Christ cloué sur la croix, les clous étant bien mis en évidence
pour accentuer l'expression douloureuse soulignée par la couronne d'épines et les coulées de sang. Au revers, sur un fond rouge et s'inscrivant dans un cercle, l'agneau pascal, avec son auréole crucifère, tient la croix vexillaire. La Sainte Trinité est le seul tableau conservé du XVe siècle dont la provenance namuroise est assurée par la date et le nom du commanditaire, Bertrand Borgois, inscrit sur le cadre. Le tableau nous montre au centre la Sainte Trinité. Dieu le Père, avec couronne impériale, siège sur un vaste trône dont le haut dossier se prolonge vers l'avant en une large arcade. À gauche, on reconnaît Saint Jacques le Majeur, à son chapeau et à son bâton de pèlerin. Collard Bertrand, agenouillé et main jointe, est présenté par Saint Pierre, reconnaissable à la clé qu'il brandit. À droite, Saint Christophe. Vient ensuite la donatrice, agenouillée, présentée par un saint-évêque mitré, avec crosse et bénissant. Les œuvres d'orfèvrerie namuroise conservées sont rares. Namur était sans doute un centre secondaire car l'art ne s'y élaborait pas comme à Bruxelles ou à Anvers, mais on pouvait y créer des œuvres de niveau comparable. Un bel exemple est la croix en argent doré et partiellement émaillée qu'en 1505, Guillaume de B, abbé de Saint-Gérard, fit exécuter. Elle est au poinçon de Namur, le poinçon de l'orfèvre étant la lettre K. Côté face, dans les médaillons, avec émaux translucides sur basse taille en argent, figurent les symboles des évangélistes. L'expression pathétique du Christ n'est pas étrangère à celle que montrent d'autres Christs namurois de la même époque. Au revers, les médaillons sont finement ciselés. Les pères de l'Église figurent entièrement debout, une originalité. La croix reliquaire à double traverse du trésor de l'église de Bouvignes présente la microsculpture dont les 7 figurines en argent du nœud du pied de la croix sont de très beaux exemples justifiant une attribution à l'orfèvre K de Namur. Dans le nœud, on reconnaît la Vierge à l'Enfant, Saint Jérôme, Saint Ambroise, Saint Jean-Baptiste, Saint Augustin, Sainte Catherine d'Alexandrie et Saint Grégoire. L'iconographie se complète dans les médaillons avec des représentations de la Vierge à l'Enfant, de Saint Lambert et des symboles des évangélistes. Dans l'intéressante série des affliges, en argent des corporations namuroises, on peut observer l'apport des sculpteurs et la réutilisation de modèles ou de matrices antérieures à la date d'exécution de ces pièces. Pour la sculpture, quelques œuvres de grande qualité démontrent qu'il y a eu une spécialité namuroise pouvant s'aligner à côté des productions brabançonnes, liégeoises ou hainuyères dont elle s'inspire quelquefois. Saint-Pierre-Pape, en chêne polychrome exécuté vers 1520, est présenté coiffé de sattiare, tenant un livre ouvert et une clé, vêtu de ses ornements pontificaux, la chape frangée étant retenue par un mort de chape sculpté figurant un aigle. Le prince des apôtres trône massivement sur sa cathèdre. C'est probablement un imitateur à qui l'on doit la statue de Phelème. Une représentation fidèle à l'iconographie du thème que donne la statue en chêne de Bouvignes, le Christ assis au calvaire et attendant la mort, exécutée vers 1500-1510, est l'une des plus remarquables du Namurois par ses qualités sculpturales et expressives. Ce type de représentation connut une grande faveur dans nos régions et dans les régions voisines. Le Saint-Hubert, daté de 1520-1530, d'une commande sans doute due au seigneur de Loyers,
suggère une attribution à un sculpteur de Namur. Il est à noter le visage juvénile de saint Hubert se tenant sur son cheval au pas qu'accompagne un chien. Le retable en chêne de la vie de Saint-Martin a été exécuté vers 1510-1520. Les archives sont confuses sur son commanditaire. La lecture commence par le compartiment de gauche. Dans un intérieur, on voit un groupe de 8 moines, priant ou non, devant un personnage ayant les mains jointes et couché sur une natte tressée. Un personnage debout de profil, à droite, tient un livre et esquisse un geste de bénédiction. Ses vêtements, son chapeau, indiquent qu'il ne s'agit pas d'un clerc. La scène montre le miracle d'une résurrection par saint Martin exorciste et non clerc, selon la légende relatant sa vie. La scène centrale montre dans une église Martin trônant devant un autel et consacré évêque par 2 évêques posant sur sa tête une mitre épiscopale, signe de sa nouvelle dignité. L'autel est recouvert d'une nappe, 2 chandeliers sont posés. Il est surmonté d'un retable. De chaque côté du retable pendent des courtines. Le 3e compartiment évoque un autre épisode miraculeux de la légende de Martin. La scène se passe dans une église. Au centre, un moine donne une tunique à un personnage agenouillé. Il s'agit de saint Martin donnant sa tunique à un pauvre mendiant qui l'implore. Le plus bel exemple de cette période est le jubé de Walcourt, qui témoigne de la grande virtuosité des tailleurs de pierre, tandis que dans les stalles, charpentiers et menuisiers ont fait preuve de leur habileté. L'importance de l'ensemble de Walcourt résulte aussi du fait que l'histoire en a fait un témoin unique. La présence des armoiries impériales de Charles Quint atteste que l'empereur a subsidié la réalisation du jubé. La statuaire est rythmée par 6 grandes statues correspondant aux colonnes et pilastres. 4 groupes et 19 statuettes prennent place dans les niches. Dans l'ensemble, la statuaire est encore gothique, tout au plus peut-on noter en fonction des statues dues probablement à des sculpteurs différents, un assouplissement plus ou moins accentué, laissant présager une dissolution du gothique tardif. Par comparaison avec ses voisins brabançons, énuyers ou liégeois, au point de vue artistique, Namur passe pour un parent pauvre. Mais il ne faut pas oublier les circonstances au cours des siècles. Namur eut à pâtir de guerres multiples avec les pillages et les destructions qu'elles supposent. Même si certaines œuvres sont jugées comme de pâles copies, elles expriment la ferveur, la peur, l'espoir de nos ancêtres qui continuent à nous interpeller.